Imaginez que vous puissiez choisir le monde dans lequel vous vivez. À quoi ressemblerait-il? Pour moi, le meilleur monde possible, ce serait un monde où il fait toujours beau, grand soleil. Les gens seraient en sécurité et bien nourris. La plus belle époque et le meilleur des mondes appartiendraient-ils déjà au passé? Ou sont-ils encore à venir? À mes yeux, la perspective de devoir quitter la Terre est terrible et effrayante. Mais peut-être que le meilleur des mondes ne se trouve pas dans le passé, ni dans le futur d'ailleurs. Et si nous étions en plein dedans? Imaginons un instant le monde parfait, le meilleur qui soit. Comment serait-il? Il n'y aurait pas de famine, pas de pauvreté, pas de guerre. Tout le monde vivrait dans l'aisance, sans aucune peur et en bonne santé. On guérirait du cancer et aucun enfant ne souffrirait. Le déclin des espèces et le changement climatique seraient stoppés. Et à la fin de chaque journée, on aurait hâte d'être au lendemain. Ça sonne bien, non? Et notre monde d'aujourd'hui, à quoi ressemble-t-il? On pourrait croire qu'il est à l'opposé de ce tableau idyllique, que tout va de plus en plus mal. Le monde a reculé de quelques pas en matière de démocratie et en ce qui concerne les guerres. Catastrophes climatiques, perte de biodiversité, il y a davantage de cas de violence. On observe aussi une sorte de régression, de backlash vis-à-vis des femmes et des mouvements d'émancipation. De quoi se montrer pessimiste. Si quelque chose augmente, c'est plutôt le nombre de cas de dépression, car tout va de plus en plus mal. N'est-ce pas? Je dirais que non. Les données nous montrent qu'au fil du temps, beaucoup de choses s'améliorent. Ah bon? Vraiment? Petite devinette. En 1990, 58% de la population mondiale vivait dans des pays à faible revenu. À votre avis, quelle est la proportion aujourd'hui? 9, 37 ou 61%? Eh bien, ce n'est plus que 9%. Qui l'eût cru? En Allemagne, seuls 3% des personnes interrogées ont répondu correctement à la question. En France, 5%. Et c'est pareil ici. À votre avis, quelle proportion de déchets plastiques atterrit dans les océans? Moins de 1%, environ 40% ou environ 60%? L'organisation Gapminder d'Anna Rosling a posé cette question à au moins 100 personnes dans 39 pays. 86% d'entre elles ont répondu 40 ou 60%. La bonne réponse, c'est moins de 1%. Mais la plupart des gens pensent que c'est beaucoup plus. Dans son livre Factfulness, Anna Rosling constate avec son mari Ola et son beau-père Hans Rosling que même les dirigeants les plus haut placés, ceux qui ont une influence sur le destin de notre planète, répondent de manière incorrecte aux questions les plus fondamentales. Mais outre le fait que les réponses à ce genre de questions sont généralement trop pessimistes, est-il possible d'évaluer l'état de notre monde de manière purement scientifique? On peut définir le progrès. Il existe un certain nombre de facteurs du bien-être humain. Il vaut mieux être vivant que mort, bien nourri qu'affamé, en bonne santé que malade. Il vaut mieux être instruit qu'ignorant. Il vaut mieux être en sécurité qu'en danger. Autant d'états que l'on peut évaluer. Tous ces facteurs ont déjà été mesurés auparavant. Et pour la plupart, nous sommes mieux lotis aujourd'hui qu'il y a 50, 100 ou 200 ans. Il y a 200 ans, environ 90% de l'humanité vivait dans une extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est moins de 9%. Avant l'ère moderne, le taux d'homicide dans le monde était en moyenne de 50 pour 100 000 personnes par an. Aujourd'hui, il est de 6 pour 100 000 personnes. Jusqu'au début du XXe siècle, la majorité de la population dépassait rarement la trentaine.
Aujourd'hui, on vit en moyenne jusqu'à 70 ans, voire 80 dans les pays prospères. Tout cela montre bien que pour la plupart des gens, la situation n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Bien sûr, c'est complexe. Traditionnellement, les PIB étaient donc utilisés comme mesure, en fait, comme métrique pour analyser la performance économique d'un pays. Alors plus ce chiffre est élevé, mieux les gens se portent. Pendant les 2 siècles, entre 1800 et aujourd'hui, voilà, on a vu donc une croissance du PIB de 10 fois, donc PIB par habitant. Donc évidemment, aussi du coup, une réduction de la pauvreté. S'il y a plus d'argent qui circule, tout le monde devrait, en moyenne, en posséder plus. N'est-ce pas? C'est une mesure qui est largement imparfaite pour mesurer le bien-être social, sociétal et environnemental d'un pays. Vous ne pouvez pas savoir comment les biens et produits qui sont produits et consommés, comment cette consommation est distribuée dans les différents groupes de la population. Comparons concrètement la France et le Qatar. En 2023, la Banque mondiale a classé le Qatar à la 8e place des pays les plus riches, alors que la France ne figure même pas parmi les 20 premiers. Les Français se portent-ils pour autant beaucoup plus mal que les Qataris ? En effet, le revenu moyen par habitant est plus important au Qatar qu'en France. Néanmoins, si on va regarder d'autres aspects qui comptent pour la vie des personnes et qui donc sont beaucoup plus représentatifs du bien-être sociétal, on obtient en fait une analyse complètement différente. Alors, par exemple, sur le point des inégalités, donc le Qatar est un pays qui est très peu égalitaire. Un quart du revenu national, essentiellement, est perçu par les 1% des plus riches. Alors, si vous regardez la même statistique en France, les 1% les plus riches perçoivent un revenu qui correspond à moins de 12% du revenu national, donc 1/8. La répartition des richesses est plus équitable en France qu'au Qatar, du moins pour les individus. Le produit intérieur brut ne permet donc pas de savoir comment se portent les gens, ni si le meilleur des mondes est déjà derrière nous. Donc, vous pouvez imaginer que le PIB vous donne la température économique, mais ça ne vous donne pas la température sociale et peut-être même environnementale d'un pays. Vous ne savez pas, bien sûr, si vous regardez les PIB, quelles sont les conditions de vie des ménages, quel est le ressenti psychologique. Alors, comment peut-on mesurer le bien-être des gens ? Comment obtenir plus que la seule température économique ? C'est la mortalité infantile. Les enfants constituent le sismographe de l'état de notre monde. Cela est avant tout dû au fait que leur survie est soumise à de nombreuses conditions. En effet, ils n'ont pas seulement besoin de parents. Pour que les enfants survivent, de nombreux facteurs doivent être réunis. Ils ont besoin de soins corrects. Il doit donc y avoir des hôpitaux. Et pour cela, il faut de l'argent, du ciment et des architectes. Il faut des universités où l'on forme des médecins. Il faut des routes sur lesquelles les ambulances peuvent circuler, des médicaments, de l'eau propre, de la nourriture en quantité suffisante et bien d'autres encore. Si tous ces facteurs sont réunis, la mortalité infantile diminue. La mortalité infantile reste l'un des problèmes majeurs de notre monde. Chaque année, nous perdons plus de 6 millions d'enfants de moins de 15 ans. Cela représente environ 16 000 décès par jour, 11 par minute. La bonne nouvelle, c'est que ce nombre a longtemps décliné. Pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, quasiment un nouveau-né sur 2 mourait avant les 15 ans. À l'échelle mondiale, ce chiffre était tombé à peu près à un quart en 1950. En 2020, il n'était plus que d'environ 4%. Si on se base sur le taux de mortalité infantile, nous vivons effectivement dans le meilleur des mondes. Si on regarde à cette question, on essaie de répondre à cette question en prenant une fenêtre temporelle très large. Si on regarde à cette question à partir de l'évolution des conditions de vie
de 1800 à aujourd'hui, la réponse est globalement oui. Dans tous les pays du monde, on vit évidemment aujourd'hui beaucoup mieux. Et le monde est meilleur. Mais qui parle de nos jours du monde merveilleux dans lequel nous vivons? Ces dernières années, on a mené des tests approfondis sur ce que les gens savent du monde. On a posé plus de 10 000 questions factuelles au grand public dans de nombreux pays différents. Et ce qu'on constate, c'est que les gens sous-estiment énormément le monde dans son ensemble. Leurs résultats sont beaucoup moins bons que ce qu'obtiendraient théoriquement des chimpanzés, par exemple. Pardon? Les chimpanzés connaissent mieux le monde que nous? On pose toujours des questions dont la réponse sera A, B ou C. Un chimpanzé attrapera n'importe quelle banane sans comprendre la question. Il répondra au hasard. Avec 3 solutions possibles, la probabilité de tomber sur la bonne est d'1 sur 3, soit 33%. Si les humains ne connaissent pas la réponse, ils réfléchissent et utilisent leur capacité de raisonnement. Ce qui devrait nous permettre de faire mieux qu'un singe. Car si ce n'est pas la raison, qu'est-ce qui nous aide à évaluer correctement l'état du monde? Voilà qui mérite réflexion. Tout ce que veut le chimpanzé, c'est manger la banane. Nous voulons comprendre le monde dans lequel nous vivons et nous commençons à réfléchir. Et c'est sans doute là que se situe le problème. Notre raisonnement serait donc mauvais et nous ne réalisons pas la chance que nous avons? Si la question porte sur le développement humain, parmi les réponses possibles A, B ou C, nous choisissons généralement la pire des 3. Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur des questions qui nous concernent tous? La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de véritable centre de la compréhension dans notre tête. Un endroit où se trouveraient nos facultés à résoudre des problèmes mathématiques ou à raisonner de manière logique. Mais si nous n'avons pas de faculté à raisonner de manière logique dans notre tête, qu'avons-nous? Une faculté à raisonner de manière illogique? Comment fonctionne notre cerveau? Pour simplifier et reprendre le b.a.-ba de la neurobiologie, on peut se représenter le cerveau de la manière suivante. Il comporte une partie très ancienne du point de vue de la biologie de l'évolution. Il s'agit du tronc cérébral et des structures profondes du cerveau, qui seraient invisibles de l'extérieur si on tenait le cerveau entre nos mains. C'est là que les émotions sont coordonnées et que la respiration est contrôlée. Bref, des activités qui se font automatiquement et dont nous ne sommes même pas conscients. Et puis, par-dessus, du point de vue de la biologie de l'évolution, on trouve les structures plus récentes, en particulier au niveau préfrontal, c'est-à-dire la zone antérieure. C'est là que se trouvent les pensées complexes, l'imagination, la capacité à se figurer quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Tout ça se passe à cet endroit. Le problème, c'est que les émotions négatives, comme la peur et l'insécurité, peuvent désactiver cette fameuse zone préfrontale. C'est alors le système limbique qui prend le relais, le centre de nos émotions. Et ça ne nous aide pas vraiment à garder la tête froide. Le danger là-dedans, c'est que la partie qui se trouve ici, derrière le front, le cortex préfrontal, qui est responsable des décisions cognitives majeures, où l'on pèse le pour et le contre, où l'on peut tenir compte du passé pour faire ses choix, que ce cortex préfrontal se bloque. En d'autres termes, les émotions peuvent obscurcir notre raison. Mais il n'y a pas que ce brouillard qui trouble notre vision. Notre réflexion, elle aussi, est sujette à l'erreur. Il est très important de garder à l'esprit que lorsque nous essayons d'appréhender le monde dans lequel nous vivons, nous sommes généralement animés par l'instinct du fossé. Un instinct qui transforme un dromadaire en chameau. Soudain, on ne voit plus que des gouffres et des fossés, comme si le monde était divisé en deux, à la façon des bosses d'un chameau. Quand on réfléchit au monde, on a tendance à le voir divisé et à se concentrer sur les extrêmes. On pense aux riches et aux pauvres, aux biens et aux mal et ainsi de suite. Si on observe le monde, non pas au travers de cet instinct du fossé,
Mais sur la base de données, on se rend compte que la majorité de la population se situe quelque part au milieu. Sur la base des données, notre monde ressemble donc plutôt à cela. Bien sûr, il y a des gens de ce côté-ci et de ce côté-là. Ici les plus pauvres, là les plus riches. Mais la majorité se trouve quelque part entre les deux. Il n'y a pas de véritable fossé, plutôt un continuum dans lequel les gens s'enrichissent graduellement. La majorité de la population mondiale se situe dans une énorme pile au milieu. Mais dans nos têtes, le monde ressemble à cela. On croit qu'il est divisé entre les pauvres d'un côté et les riches de l'autre, avec un fossé entre les deux. Prenons les pays dits en développement. Au cours des dernières années, de nombreux pays à faible revenu sont devenus des pays à revenus moyens. En 1988, 45 États présentaient un revenu moyen si bas que la Banque mondiale les a qualifiés de pays à faible revenu, c'est-à-dire de pays pauvres. Ce qui correspond à l'image selon laquelle il existe dans le monde un gigantesque fossé entre riches et pauvres. Mais depuis, 24 d'entre eux ont atteint un niveau moyen. Ils ne sont donc plus pauvres, sans être riches pour autant. Ils se trouvent exactement à l'endroit où nous situons le fossé, au milieu. En 1998, 2,6 milliards de personnes vivaient dans des pays à revenus moyens. Elles sont aujourd'hui près de 4 milliards, soit quasiment 50% de plus. La Malaisie et le Nigeria, par exemple, font partie des États qui ont réussi à se hisser au rang des pays à revenus moyens. Si les pauvres sont nettement plus riches que nous le pensions, il faut s'en réjouir, à moins que nous ne voulions tout simplement pas le voir. Les biais sont des réactions cognitives rapides qui nous sont familières en neurosciences et en psychologie et qui ont fait l'objet de nombreux travaux. L'un des biais que l'on connaît le mieux, c'est le biais de confirmation. C'est un mécanisme qui consiste à enregistrer beaucoup mieux et plus facilement les informations qui correspondent à notre vision actuelle du monde. Notre cerveau s'accroche volontiers à ce qu'il connaît, et les données qui le contredisent sont soit réinterprétées, soit ignorées. Mais quel est l'avantage de cette démarche? Pourquoi nous cramponnons-nous à nos croyances alors qu'il existe des faits qui les réfutent? La raison pour laquelle notre cerveau peut réagir aussi fortement à de nouvelles données qui contredisent nos convictions est très simple. Chaque nouvelle information susceptible de bouleverser notre vision du monde nous pousse à remettre en question notre propre identité. Et s'il fallait le faire à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, on serait très vite submergé. Il s'agit donc d'une sorte de mécanisme de protection, dans le sens où notre cerveau s'efforce de nous maintenir en vie et de ne pas laisser notre vision du monde être chamboulée à chaque nouvelle idée un peu folle. Autrement, on passerait nos journées à faire ça, car des idées folles, il y en a constamment et partout. D'accord. En revanche, les connaissances actuelles sur la pauvreté, la mortalité infantile ou le changement climatique sont loin d'être des idées folles. Comment faire pour que notre cerveau les accepte ? Lorsque des personnes veulent en informer d'autres de certaines nouveautés qui font consensus dans le domaine des sciences ou du progrès, il est très important que ces personnes prennent en compte le fait que des mécanismes de défense s'activent dans le cerveau de leurs interlocuteurs. Génial! Mais si nous sommes si réticents à la nouveauté, y compris quand elle est positive, comment pouvons-nous savoir si le monde s'est amélioré? D'ailleurs, qui s'intéresse aux bonnes nouvelles? Très souvent, lorsque nous pensons au monde, notre instinct de négativité se met en route. Nous sommes attentifs à tout ce qui se passe de mauvais autour de nous et nous avons tendance à ignorer ce qui est positif. On se doute de ce que cela signifie pour notre vision du monde. Elle est plutôt négative. Mais est-ce une si bonne idée du point de vue de la biologie de l'évolution? Laisser passer un signal négatif peut être synonyme de danger. Et un danger que l'on néglige peut devenir mortel.
Ce qu'il faut bien comprendre quand on veut savoir comment le cerveau envisage le monde, c'est qu'il a avant tout une mission. Maintenir en vie l'individu qu'il abrite, à l'intérieur duquel il se trouve. Car quand on est mort, plus rien n'a de sens, du moins pour nous. Du point de vue de la biologie de l'évolution, il est donc tout à fait logique que l'humain se concentre sur les dangers et les risques. Et cela explique peut-être aussi pourquoi nous sommes constamment inondés de mauvaises nouvelles. Si vous tirez votre vision du monde des actualités, il vous semblera toujours horrible. Les actualités représentent en effet un échantillon non aléatoire des pires événements à un moment donné. Pour notre cerveau, les actualités sont avant tout un avertissement constant d'un danger imminent. Il n'est donc pas étonnant que ce soit ce que nous en retenons le plus. Ce que les actualités ne disent pas, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où il ne se passe rien, ce qui est une très bonne nouvelle. Car cela signifie que là-bas, il n'y a pas de guerre, pas de famine, pas de pandémie, pas d'attaque terroriste. Mais ça, c'est bien trop ennuyeux pour les infos. Non seulement les nouvelles positives ne se vendent pas aussi bien parce qu'elles sont ennuyeuses, mais en plus, elles peuvent mettre une éternité à se concrétiser, contrairement à un attentat terroriste ou à un départ de pandémie. Parfois, certaines situations ne s'améliorent que de quelques pourcents par an, mais ça contribue à transformer le monde. Mais comme aucun de ces progrès, tels que le recul de l'extrême pauvreté ou l'augmentation de l'espérance de vie, ne se produisent tout soudainement un certain jeudi d'octobre et ne font pas la une des journaux, la plupart des gens ne remarquent pas ces changements fondamentaux. Tout simplement parce que les journaux n'en parlent pas. Et au passage, nous devrions être conscients que tout ce que nous savons du monde, nous l'apprenons par les actualités. Qui collecte des données et rédige ses propres articles de manière autonome? Dans un monde de 8 milliards d'habitants, il se passera toujours des choses terribles. La façon dont nous évaluons les risques et les dangers est basée sur des images, des anecdotes et des souvenirs. Et les actualités alimentent ce phénomène, ce qui nous amène à considérer le monde comme une sorte d'enfer, un endroit épouvantable. Il existe aujourd'hui une expression propre aux médias pour désigner ce phénomène, le doom scrolling. En d'autres termes, une fois qu'on commence à s'intéresser à ces mauvaises nouvelles et à les faire défiler, il est très difficile d'en sortir, car notre cerveau leur accorde plus de poids qu'aux nouvelles positives ou neutres. Une voie à sens unique dont nous n'arrivons pas à nous extraire mentalement. Parce que cet enchaînement de mauvaises nouvelles en est la preuve. Tout ne fait qu'empirer et on n'y peut rien. Je ne peux rien y faire, il me faut plus de solutions et de toute façon, nos dirigeants font ce qu'ils veulent. Il y a également des raisons politiques à cela. Les gens qui pensent que les dirigeants sont intrinsèquement corrompus, malveillants ou décadents ne leur attribueront pas les améliorations qui se sont réellement produites. Admettre qu'il y a du mieux, cela atténuerait l'élan d'opposition. Et si le monde n'allait pas de mal en pis, mais au contraire s'améliorait? Si sur la base d'hypothèses totalement erronées, nous rejetions certaines choses, ou pire encore, les combattions, empêchant ainsi que la situation progresse? Le progrès n'est plus un concept populaire. Il fait même l'objet d'une certaine résistance, qui vient principalement du fait que les données sur l'état de l'humanité ne sont pas prises en compte. Comment atteindre le meilleur des mondes si on ne croit pas à un avenir plus radieux, et donc au progrès? À supposer que nos idées exercent une réelle influence sur la direction que prend le monde, si nos hypothèses ne sont pas justes, tout pourrait vraiment aller dans le mauvais sens. Les améliorations que nous avons vues dans le passé ne sont pas arrivées par magie. Elles ont eu lieu parce que des gens se sont dit « Voilà un problème, peut-être qu'on pourrait le résoudre de cette manière ». La manière dont le progrès avance dépend avant tout d'un facteur, nous.
En fonction du problème que nous identifions et de l'urgence que nous lui accordons, nous trouvons des solutions ou pas. Notre sismographe, la mortalité infantile, est par exemple en train de stagner. Des signaux indiquent même qu'elle repart à la hausse, y compris dans les pays prospères. Il y a eu des études qui ont été faites en fait par l'Agence des santé américaine qui expliquaient que c'est dû à tout un tas de facteurs. Là encore, les inégalités reviennent un petit peu, donc c'est un des facteurs qui est souvent appelé en cause, mais l'effet aussi qu'il y a des vrais problèmes de santé maternelle. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui émergent et qui finalement nous montrent que même dans les pays très riches, même dans les pays dans lesquels évidemment les avancées technologiques liées à la santé, finalement on revient sur des problématiques qu'on pensait avoir réglées il y a bien longtemps. Sommes-nous à un tournant de notre histoire ? Le meilleur des mondes sera-t-il bientôt derrière nous? Vers quelle direction les données sismographiques sur l'état de notre monde pointent-elles? En tout cas, ça nous dit, vous voyez, que finalement, les progrès n'est jamais linéaire, les progrès n'est jamais acquis. On ne vit pas dans le meilleur des mondes possibles. On ne sait d'ailleurs pas à quoi il ressemblerait. Mais peut-on vivre dans un monde meilleur? La réponse est bien sûr. Il ne faut pas croire que le progrès coule de source. Les choses peuvent régresser. Elles ne vont mieux que si on cherche activement des pistes d'amélioration et qu'on les applique. Mais comment y parvenir si nous subissons en permanence les erreurs de jugement de notre cerveau? Comment nous libérer des distorsions cognitives? Et surtout, comment prendre les bonnes décisions? Pour mettre un terme à cette spirale de pessimisme et à l'omniprésence du négatif, et cesser de se dire « de toute façon je ne peux rien changer », il est très important de prononcer d'abord à haute voix le mot « stop ». Ou peut-être à voix basse, mais au moins de dire « je ne veux pas que ce soit comme ça ». Comme quelqu'un qui dirait « j'ai un problème, je dois changer quelque chose » et qui interromprait brièvement ses automatismes cognitifs pour alimenter sa réflexion avec des faits. Revenons-en par exemple à la question du plastique dans les océans. Bien sûr, c'est grave que du plastique se retrouve dans nos océans. Mais s'il y en a moins d'1% dans les mers, ça veut dire que plus de 99% se trouvent sur la Terre. Je dirais donc que le problème du plastique sur la Terre est plus important. Il faut essayer de garder à l'esprit ces proportions pour s'assurer qu'on se concentre sur les choses qui auront le plus gros impact possible sur notre avenir. La question du plastique dans les océans est d'ailleurs si dérisoire comparée aux déchets sur la terre ferme qu'il existe bel et bien des solutions. Examinons de plus près les données. Les 1% de plastique qui se retrouvent dans la mer proviennent principalement des fleuves d'Asie. Donc, pour résoudre ce problème, il faudrait d'abord se concentrer sur l'élimination des déchets plastiques de ces rivières afin qu'ils n'atteignent pas les océans. Ce serait probablement le mieux. Et si on veut régler le problème des déchets plastiques en général, il faut se pencher sur la majorité qui se trouve sur la terre ferme. Les faits sur notre monde sont différents de l'idée que nous nous en faisons. Plus nous en sommes conscients, plus nous avons de chances de le voir tel qu'il est. La clé, c'est de comprendre que lorsqu'on fait des suppositions, en général, notre intuition nous induit en erreur. Quand on sait ça, on peut rectifier le tir assez facilement si les données sont disponibles. Il suffit d'exercer un peu plus de contrôle sur nos habitudes de pensée et de vérifier les données. Il faut savoir se montrer humble et curieux et comprendre qu'il est relativement facile de remédier à ça. Pour prendre des décisions qui rendent notre monde meilleur, nous ne devons pas fonctionner au jugé. Nous devons le connaître lui, et nous aussi. Et si nous croyons tous que le progrès est possible, alors le meilleur des mondes est peut-être encore à venir.